Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue dans ma review du chapitre numéro 76 du manga Dragon Ball Super. Le chapitre est disponible, je vous mets des liens de lecture en description, les liens officiels et légaux et gratuits bien sûr, que ça soit en version anglaise et espagnole. Malheureusement, il n'y a toujours pas de version légale gratuite pour la version française. Dès lors qu'elle existera, comptez sur moi pour vous la partager. Pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais ça ne saurait tarder a priori. Le chapitre numéro 77 sortira le 20 octobre 2021 d'après le site de Manga Plus, et on a toutes les raisons de les croire. Alors, un chapitre 76 de Dragon Ball Super qui, même en ayant lu son résumé, une fois n'est pas coutume, a su nous surprendre, a su nous remuer de par plusieurs aspects, et on va s'en parler. On va se parler vraiment, d'ailleurs, de beaucoup de choses aujourd'hui. On a du Goku, du Vegeta, du Granola forcément, mais on a tous les à côté avec Monaito, un petit peu d'Hotmeal, mais surtout, on a le cas de Bardock qui revient sur la scène. On va s'en parler du mieux que possible, bien que je réserverai d'autres vidéos durant le mois qui suit pour pouvoir discuter ensemble d'un aspect un petit peu plus théorique. On va essayer de recentrer un maximum sur les faits, même si vous me connaissez de la théorie, j'aime bien ça, il va y en avoir aujourd'hui aussi. Et il va y avoir un aspect, je ne sais pas si le terme est bon, mais coup de gueule dans cette vidéo, parce qu'il y a des choses dont j'ai vraiment marre autour et par rapport à Dragon Ball Super. Donc voilà, on va faire le point un petit peu par rapport à tout ça. Le chapitre 76 porte pour titre le destin des Saiyans, et c'est vrai que ça tournait plutôt autour de ce sujet-là, mais ça parlait aussi du passé des Saiyans au final, grâce à Monaito à la fin. Disons que le destin des Saiyans, pour le moment, est plutôt traité d'un aspect contextuel vis-à-vis du combat dans le présent avec Granola, mais pas vraiment sur l'aspect prédicatif et futuristique. Pourtant, cette même notion de destin induit par nature la notion de projection vers l'avant que je n'ai pas trop ressenti, mais ce n'est pas bien grave. Concernant la qualité du chapitre après sa lecture, et comme chaque mois après plusieurs lectures pour mieux pouvoir l'apprécier et le digérer, je dirais que c'est un bon chapitre, mais par contre je n'irai pas dans les deux extrêmes que j'ai pu constater sur internet. Une fois que le chapitre est sorti, qu'on a pu le lire, d'ailleurs j'ai remarqué qu'il a été lu en diagonale par beaucoup de monde, parce que voir un chapitre de 40 pages sortir à 17h et à 17h05 il y a déjà des avis sur le chapitre, ça veut dire qu'on a scrollé à fond. Bon bref, je ne suis pas dans l'extrême de dire que le chapitre est pourri, mais je ne suis pas non plus dans l'extrême de dire que le chapitre était excellent. Il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées, j'ai beaucoup apprécié le traitement de Son Goku, j'ai bien aimé la gestion, je ne vais pas dire le traitement parce que je ne pense pas que Granola ait été beaucoup traité dans ce chapitre-là, mais la gestion de Granola, celle de Hotmeal, bien qu'en marge était intéressante, celle de Monaito était absolument succulente, celle de Bardock est plus qu'intrigante, donc tout ça j'ai beaucoup aimé. Et ensuite on a l'aspect Vegeta, et Vegeta est quand même assez prépondérant dans le chapitre, et concernant Vegeta, j'ai un avis qui est en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, et d'autres qui soit ne m'ont pas touché, ou alors que j'ai trouvé hors sujet en fait, qui n'avaient pas réellement leur place ici. Surtout quand on le remet en contexte du chapitre 74, 75 et donc aujourd'hui 76. Je vous disais que j'ai plutôt aimé la gestion de Granola, et ce pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas voulu rajouter une cerise sur la cerise par-dessus le gâteau, c'est-à-dire que Granola a eu son power-up dans le chapitre précédent, il sortait vraiment du chapeau du magicien. Dans le chapitre 76, on a essayé de temporiser par rapport à cela. Certes, Granola arrive à puiser dans un potentiel, on n'arrive pas trop à comprendre parce que Torombo lui avait déjà débloqué son potentiel. Bon, on avait gobé la pilule et ils en ont pas refait plus. On aurait pu s'y attendre, je craignais ce cas-là, ça n'a pas été le cas, fort heureusement. Granola est resté dans son rôle de plus puissant de l'univers, il a bien géré en cela. En même temps, Granola a ses failles, comme notamment le fait que son pouvoir vient tout juste d'être débloqué, qu'il n'a pas l'expérience de Goku et Vegeta, que son corps et son esprit ne sont pas encore bien prêts à cela, qu'il peut se fatiguer plus vite que prévu, encore que je dis plus vite que prévu, il vient quand même d'enchaîner à la fois un Goku Ultra Instinct et un Vegeta Ultra Ego. C'est quand même beaucoup à encaisser, peu de personnages dans l'univers de Dragon Ball en seraient capables. Est-ce que Jiren ou Broly seraient capables aujourd'hui d'enchaîner à la suite Goku Ultra Instinct avec le niveau qu'il a aujourd'hui, pas celui du tournoi du pouvoir, celui d'aujourd'hui, puis ensuite un Vegeta Ultra Ego survolté? Je n'en suis pas si sûr que ça. Même Moro, en fin d'arc, avec copie des pouvoirs de Mérus, le pourrait-il? La prestation de Granola était déjà énorme en tant que telle, et je trouve que son écriture ici se suffit. Et le ton qui a été utilisé était juste. Pas besoin d'en faire plus, pas besoin de lui sortir un troisième œil sur le front qui envoie des ultra lasers comme un Florizard. Non, il n'y a pas besoin. Granola n'apporte pas grand-chose de plus au niveau du récit, si ce n'est de nous dévoiler encore un petit peu plus sa rancœur, sa haine, ses émotions, sa volonté jusqu'au point de pouvoir se sacrifier à la fin. Il n'y a pas grand chose de plus qui est apporté au personnage, à l'édifice de ce personnage là, mais ce n'est pas grave, car on comprend directement que cela sera fait dès le chapitre 77.
avec une fin de chapitre qui va quand même tout de même nous apporter des informations et un visuel concernant sa maman, concernant le cauchemar réminiscent qu'il n'arrête pas de faire dans les ruines céréaliennes toutes fraîchement brisées par les Oozaru. C'était alors visiblement lui qui courait vers une sorte d'église céréalienne, sa mère l'y attendait à l'intérieur, puis lorsqu'il lève les yeux, ils entendent des grondements, et si on le rejoint au premier flashback que l'on connaît, c'est Bardock Oozaru et d'autres singes géants qui s'approchaient d'eux pour les détruire. Donc je trouve vraiment que Granola a apporté sa part suffisante, une part plaisante, et il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Pour Son Goku, je l'ai trouvé plus que pertinent dans ce chapitre-là, étant donné qu'il n'a pas fait des miracles, il a été plusieurs fois mis sur le carreau, il y a eu plusieurs fois où il a sauvé la mise de Vegeta, il a essayé de faire comme il l'a pu, mais c'était des actions héroïques, mais pas non plus miraculeuses. On sentait qu'une fois de plus, il s'était foutu, et même ces actions-là de sauvetage étaient bancales. Vegeta prenait toujours un coup. À la fin, s'il n'y avait pas l'action de Monaito, ça partait encore en bibrine pour rester poli. Goku a pu rentrer dans le flanc de Granola grâce à l'interaction de Hotmin et de Monaito, sinon ce n'était pas possible. Donc j'ai trouvé que ça c'était bien mis en scène, plus un Goku que l'on apprécie. Le Son Goku qui, lorsqu'il fait face à une technique, ne va pas replonger dedans à pieds joints la deuxième voire troisième fois. C'est ce Goku là que l'on apprécie, et on attendait d'avoir plus de graines qui germent par rapport à cela, et on en a eu. Avec un Goku aussi bien sur son regard que sur ses paroles et ses actes, qui en impose beaucoup plus, qui reprend petit à petit sa place de héros, qui permet, comme je l'ai dit tant bien que mal, de sauver la mise de Vegeta qui est son second désormais dans l'œuvre, d'avoir un Son Goku donc qui ne se fera plus avoir par la technique qui affecte les points vitaux. Attention, il la reçoit toujours, et c'est comme nous dans la vraie vie, si je vous dis que je vais vous mettre un coup en plein dans le ventre, vous allez pouvoir durcir vos abdos, etc., mais le coup vous allez le recevoir malgré tout. Il ne peut pas en encaisser plus que de raison, mais il peut en encaisser plus qu'un. Il utilise même cela pour essayer de ruser face à Granola et de l'avoir dans le dos. Franchement, je pense que la petite attaque qu'il lui a envoyée dans le dos, est-ce que Goku était à court d'énergie et du coup il n'a pas pu faire mieux? En pouvant lui faire tourner le dos, je pense que cette scène était la clé pour la victoire, en fait, dans le chapitre, et Goku ne l'a pas utilisé à bon escient. Si j'étais à sa place comme ça et que j'avais une telle faille, j'aurais clairement tenté le tout pour le soulever au mieux possible, mais ça n'a pas été le cas. Avec cette attaque, il lui a plus fait remarquer que sa ruse a marché plutôt que de l'affecter physiquement par le biais de cette ruse. Pour ceux qui se posent des questions sur les rapports de puissance entre Goku Blue, Granola, etc., alors que Granola avait défoncé un Goku Ultra Instinct, il me semble que la réponse est toute trouvée. Il y a d'ailleurs plusieurs sous-réponses à celle-ci. C'est le fait que à la fois Goku et Granola sont épuisés, donc les rapports de force s'équilibrent, et on a vu les deux montrer de gros signes de faiblesse par rapport à leur propre corps. Mais si Goku arrive à reprendre l'ascendant comme ça sur Granola, ou en tout cas à lui résister, même si pour moi Granola est resté supérieur, c'est parce que Goku déjà bénéficie d'une expérience que Granola n'a pas. Et ça, Vegeta dans le chapitre le dira. Granola n'a pas l'expérience mentale ni physique pour supporter un tel état de fatigue en fait. Enchaîner Goku Ultra Instinct et Ultra Ego comme je l'ai dit, c'est une prouesse. Une prouesse qu'il réalise, mais ça a forcément des effets même en ayant fait un vœu auprès de Torombo. De plus, ses propres réserves d'énergie ne sont pas illimitées. Il a demandé à devenir le plus puissant de l'univers, mais pas avoir du ki infini. Donc oui, il se fatigue. Il a pris de très bons gros coups face à Goku et surtout face à Vegeta. Ces derniers ont dû aussi l'affecter. Je vous laisse imaginer les effets que cela peut avoir sur les fibres musculaires, sur les os, les organes et j'en passe. Tout cela a un contre-coup et Granola n'a pas le vécu pour pouvoir les gérer aussi bien que Goku et Vegeta. Goku sait se battre dans une situation de dépassement, Granola l'apprend sur le tas et dans la cour des grands. Ce qui pour moi explique cette situation où Goku arrive de mieux en mieux à gérer son adversaire et en plus il arrive à trouver des contre-techniques et des formes de protection. Toujours par rapport à Son Goku, comment ne pas avoir apprécié la fin également du chapitre, lorsque le cas Bardock va être mis en lumière petit à petit, progressivement, lorsque Granola va s'énerver contre Vegeta. D'ailleurs, c'était un moment que j'ai énormément apprécié, qui met Vegeta en valeur. Granola, le plus puissant de l'univers, entre guillemets, qui est obligé d'avouer que pour en venir à bout de Vegeta, il doit se faire exploser avec lui-même. Granola était prêt à remettre à jamais sa vengeance face à Freezer pour pouvoir tuer Vegeta ici et se faire sauter avec lui. Petite parenthèse alors à l'intérieur du cas Goku, mais vous avez compris que tout est interconnecté. Mais ce chapitre m'a aussi beaucoup plu par le fait donc que la défaite a priori de Vegeta n'en est pas réellement une au terme, vu que Granola n'arrive pas à se défaire de son adversaire. Il a beau le faire tomber dans les pommes parfois, etc. Il y a toujours quelque chose. Parfois c'est la volonté de Vegeta, parfois il faut aussi l'avouer c'est un élément externe comme Son Goku, mais il y a toujours quelque chose, peu importe, qui fait que Vegeta ne plie pas le genou, qui fait que Vegeta ne subit pas la défaite totale, et qui fait que Vegeta ne passe pas les frontières de la mort des mains de Granola. Granola doit en arriver à une situation d'autodestruction, donc je trouve que ça c'est quand même quelque chose qu'il fallait noter pour Vegeta, quelque chose de très important et qui vient clairement redorer son blason vis-à-vis d'une technique, le Wagamama no Gokui, qu'il vient tout juste d'acquérir.
face à un mec qui vient de faire, comme je le disais sur Twitter, des cheat codes absolument imparables en faisant des vœux du jamais vu auprès de Torombo. Bref, pour Son Goku, dernier élément que j'ai beaucoup apprécié, bon il y en a d'autres mais je vous dis les principaux aujourd'hui, la fin avec le cas Monaito qui va réagir par rapport à Son Goku en disant mais attends, ce gars-là il me rappelle quelqu'un. Donc il lui rappelle Bardock. La situation va venir se dénouer petit à petit. Goku va arriver à sauver Vegeta in extremis. Granola est surpris par Monaito. Puis, forcément, on a la réaction de Son Goku qui découvre le nom de son propre père sans même savoir que c'est son propre père. Monaito nous dira que 40 ans auparavant, celui qui les a sauvés était un Saiyan nommé Bardock. Granola s'en étonne au plus haut point, mais on a aussi Goku qui est intrigué. Il n'a pas l'air d'être plus attaché que ça à son nom, vu que jamais personne ne le lui a dit. Et on voit avec le point d'interrogation et l'air de visage de Son Goku que le mec s'appelle Bardock ou n'importe quel autre nom, ça lui change pas grand chose à sa vie. Goku est dans la découverte et l'appréhension. D'un côté, il s'en fout. D'un côté, il ne sait pas trop ce dont Monaito est en train de parler. Et d'un côté, en tout cas c'est ce que je ressens, il se pose aussi des questions sur un Saiyan qui, dans les anciens temps, aurait pu avoir un comportement relativement gentil, en tout cas de sauveur. Mais bon, à ce stade-là, Son Goku n'en sait pas assez pour pouvoir s'intéresser au sujet, mais on sait qu'il va s'y intéresser, étant donné que Monaito va lui révéler qu'il a la même apparence que lui. En tout cas, on espère que ça sera le cas et que les haters vont pas venir le trucider par derrière avant qu'il ne puisse révéler tout ça, ça serait bateau. On a également Vegeta qui réagit avec une bulle un petit peu explosive pour nous faire comprendre qu'il tilte à la révélation, mais attention à ne pas plonger à pieds joints là-dedans, parce que la révélation de Monaito peut intéresser Vegeta sous deux aspects. Soit c'est le nom Bardock qui intéresse Vegeta parce que Vegeta a été compagnon de Raditz, le frère de Son Goku, et du coup Raditz, lors de repos en mission, leur a peut-être raconté comment ça se passait avec son père, qui était son père, comment s'appelait-il et tout ça, et du coup Vegeta aurait eu quelques bribes à propos de Bardock, avec Raditz qui dirait « Oh, mon père il m'a toujours saoulé, j'ai toujours trouvé un petit peu trop doux avec ma mère, etc. Ils étaient trop câlins, tout ça. Moi j'aime vivre comme un Saiyan rude, barbare et tout. » Voilà, Vegeta pourrait peut-être avoir ce genre de sujet en tête, voire même un petit peu d'histoire par rapport au peuple séralien, qui sait, avec un Raditz qui lui aurait dit « Tu te rends compte, mon père il a même déjà sauvé un peuple qu'on était censé décimer et conquérir pour Freezer. » Bref, je pense que des histoires du passé comme ça peuvent ressurgir, mais attention parce que ça peut être à double tranchant. Vegeta aime en apprendre ou en redécouvrir sur son peuple, comme lorsque Kiabe venait lui en parler au tournoi Univers 6, Univers 7, comme lorsque Paragus et Freezer en parlaient dans le film DBS Broly. C'est un sujet qui l'intéresse de manière générale, sans forcément que ça le touche directement, sans même forcément que ça touche Son Goku. Et là, on a quand même Granola qui dit que il y a 40 ans en arrière, donc de très anciens temps, au niveau Saiyan, ils n'étaient absolument pas comme aujourd'hui, ils étaient barbares, conquérants et surtout très nombreux, et la gentillesse n'était pas leur fort, et là Monaito leur révèle qu'un Saiyan, peu importe qu'il s'appelle Bardock ou pas, un Saiyan a été gentil et les a sauvés. Et il faut garder en tête que c'est une histoire très farfelue aux yeux de Vegeta et de Goku qui est en train de se construire. On a un puzzle bizarre, on a un vieux Namek, on a un robot intelligence artificielle, on a Granola qui est devenu le plus puissant de l'univers comme par magie, plus on y rajoute une dose de Saiyan sauveur. Rien que ça, sans parler de Bardock, ça peut étonner Vegeta de la sorte. C'est pour ça que je me dis attention, on est tous contents pour Vegeta qui va peut-être réagir, qui connaît peut-être un petit morceau de l'histoire. C'est possible, mais pas forcément. En tout cas, tout cela s'articule forcément autour de Son Goku. On l'espère, de belles révélations pour Son Goku vont être faites. Je ne m'attends pas à avoir un Son Goku qui va forcément à tout prix soit vouloir renouer avec son père, apprendre tout à propos de son père, ni même avoir un Son Goku qui va s'en foutre totalement. J'espère qu'on aura une réaction plutôt modérée du personnage, parce qu'il a jamais réellement cherché à vouloir en savoir plus sur lui, mais il n'a jamais fait preuve non plus de dégoût, ni de désintérêt avoué envers son père non plus, donc j'espère que la réaction sera à la hauteur de ce que Son Goku a toujours été durant sa vie. En tout cas, le cas de Bardock, on va s'en parler dans quelques minutes. Vous venez donc de comprendre pourquoi j'ai beaucoup apprécié le cas Hotmeal et Monaito. Hotmeal qui a eu le job de ramener Monaito, c'est pour ça que je l'ai apprécié. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un truc un petit peu bateau, on en parlait le mois dernier je pense, avec Hotmeal qui aurait pu s'énerver et aller chercher pourquoi pas 7-3 pour posséder 7-3 et avoir un corps et devenir le méchant badass de l'arc et tout. J'espère que 7-3 servira à quelque chose dans l'arc, mais c'est vrai qu'être le corps de Hotmeal, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Et j'apprécie beaucoup le fait que Hotmeal, de par son nom, Hotmeal c'est un céréale, Granola c'est un mélange de céréales, Hotmeal n'en veut pas à Granola immédiatement. Hotmeal nous fait comprendre ici que il ou elle a un lien plus profond que ce que l'on pense avec Granola. On avait des théories sur le fait que ça pourrait être la mère de Granola qui a été convertie en intelligence artificielle ou reproduite en intelligence artificielle, donc elle veille sur lui. On avait des doutes après parce que dans l'interview de Toyotaru lui-même disait il et non pas elle. Donc ça serait un petit peu con de dire il pour sa maman, mais après c'était traduit du japonais vers l'anglais, donc il y a des doutes. Et puis Toyotaru pourrait très bien dire il pour nous mener un petit peu en bateau, et au final ça sera elle, voilà, il n'y aurait pas de souci avec ça. Donc je pense que la case Hotmeal est quelqu'un de beaucoup plus
importants aux yeux de Granola que ce que l'on croit est intéressante, mais quand on voit comme il l'a jeté comme une vieille chaussette le chapitre dernier, on peut aussi se poser des questions sur le fait que ça serait sa mère. Imaginons que sa mère soit décédée, que la seule représentation qu'il en ait soit cette intelligence artificielle, je pense qu'il en prendrait soin comme la prunelle de ses yeux. Sauf si, à l'image d'un enfant ingrat, il est prêt à rejeter sa mère parce que son plat n'est pas assez chaud ou n'est pas assez à son goût, ça peut arriver aussi, mais là quand même on parlerait d'une mère décédée dont le seul souvenir et le seul moyen de communiquer, même si c'est artificiel avec elle, est cet objet. Le jeter tel qu'il l'a fait, l'abandonner le mois dernier, me fait penser que ce n'est pas sa mère, mais la manière dont Oatmeal tient à Granola et fait tout pour le remettre dans la bonne voie me fait penser que ça pourrait être sa mère. Vous me direz en zone de commentaire ce que vous en pensez. Et attention, quand je dis sa mère, ça ne veut pas forcément dire que cette Oatmeal a tous les souvenirs de sa mère. Ça peut être, comme j'ai dit, une reproduction qui agit et se comporte et parle peut-être même avec la voix de sa maman, mais qui n'en aurait pas les souvenirs ou la connaissance, en tout cas pas plus de souvenirs et de connaissances que Granola a lui-même. Donc le côté ramener Monaito m'a beaucoup plu, en plus c'est un chara-design qui a été fait par Akira Toriyama, donc on peut comprendre qu'ils le mettent au centre de l'histoire. Ça me fait un petit peu chier que ce gars-là n'ait jamais rien dit à Granola. Je me demande pourquoi est-ce qu'il a toujours menti à Granola sur la vérité pour les Saiyans, pourquoi est-ce qu'il lui a pas dit « Mon cher petit Granola, il y a quand même eu un Saiyan dans le lot qui nous a fait du bien, qui nous a sauvés, si on est en vie aujourd'hui, c'est grâce à lui. » Pourquoi est-ce qu'il l'a jamais dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette histoire de plus et qui pourrait choquer et renverser la situation de Granola et pourquoi pas bouleverser sa vie? Si vous êtes passé sur ma page Twitter, @seikyo20, n'hésitez pas à rejoindre. Il y a une théorie à propos de laquelle je parle beaucoup. Bon, je vous le cache pas, j'y crois pas des masses, mais j'en parle beaucoup parce que ça me fait assez rire d'en parler. Mais je trouve que, allez, à 20%, elle a du sens. Le fait que Bardock pourrait être, mais ça remettrait en cause à la fois la vie de Granola, mais surtout celle de Goku et notre compréhension de Dragon Ball, que Bardock pourrait être, pourquoi pas, le père géniteur de Granola, avec sa maman céréalienne. Granola en serait donc un métis céralien Saiyan, mais je garde cela pour une vidéo de théorie plus approfondie, comme ça ne va pas alourdir la vidéo du jour. D'ailleurs dites-moi en commentaire si le thème vous intéresse, même s'il nous paraît peu probable. On a quand même un mois d'ici la sortie du chapitre 77, est-ce que vous aimeriez bien qu'on s'en parle dans une vidéo dédiée? En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui viennent se combiner pour pouvoir nous dire que peut-être cela pourrait se faire, et attention, je ne dis pas que Bardock a trompé Guinée, je dis simplement que Bardock a eu une vie avant Guinée. On sait qu'avant d'être en couple avec Guinée, il l'a côtoyé en tant que compagnon sur les champs de bataille, donc il n'était pas en couple officiellement, il pouvait très bien avoir d'autres amourettes à droite et à gauche, et la maman de Granola a pu être l'une d'entre elles. C'est là où je veux en venir, mais du coup, je compte développer plus dans une vidéo qui lui serait dédiée. Et je me dis alors que le mensonge de Monaito pourrait être relié à cela pour que Granola se sente dans sa peau en tant que céralien à 100%. En tout cas, sans ça, je n'ai pas l'argument pour prouver pourquoi Monaito n'aurait pas dit cette vérité à Granola. Mais je trouve ça intéressant, comme je vous ai dit, c'est intriguant cette histoire autour de Bardock et de Monaito, et je n'attends que le 77 et pourquoi pas 78 pour en découvrir plus. Parce qu'attention, une petite douille pourrait arriver dans le 77, imaginez que le titre du 77 soit le vœu des Haters, et qu'au final, l'histoire de Bardock et ce que Monaito avait à dire nous parviennent, mais beaucoup plus tard, vers la fin de l'arc ou un truc comme ça, et que les Haters empêchent d'avoir la révélation tout de suite. C'est possible, et vu que Toriyama aime bien nous torturer, c'est doublement possible. Alors avant de parler du cas de Bardock, de conclure sur le chapitre, d'ailleurs petite parenthèse, j'aimerais vous dire que la mise en scène, le dessin, mais surtout la mise en scène des pages, s'est clairement améliorée, surtout dans la deuxième moitié, parce que la première moitié du chapitre, c'est à peu près du même niveau que le 75, allez on va dire c'est un 75+. Mais bon, on est très similaire à ce qu'on a eu entre Goku au début de l'arc face à Granola et Vegeta Ultra Ego, etc. Et la deuxième moitié, j'ai trouvé qu'elle était masterclass en termes de mise en scène, elle était vraiment prenante. On était sur quelque chose qui t'attrape par les tripes, un petit peu comme un animé, ou d'un bon manga de manière générale, et j'ai envie de dire chapeau Taro pour ça, et GG à toi parce que tu t'améliores, et ça fait plaisir de voir que des efforts peuvent payer. Ensuite, le sujet qui fâche dont j'aimerais parler, c'est Vegeta. Vegeta, je trouve qu'il est à double tranchant dans le 76. À double tranchant pourquoi? Déjà parce que je me demande pourquoi lui avoir donné une défaite en plein milieu de combat et pourquoi avoir octroyé un super power-up à Granola dans le 75. Là, aujourd'hui, en lecture du 76, je n'arrive pas à le comprendre. Je pense que le combat aurait pu se poursuivre de manière tout à fait naturelle, avec pourquoi pas les deux combattants qui s'auto-stimulent entre eux, etc. Et donc il y aurait une forme de progression, mais pas un power-up qui se manifeste visuellement avec l'éveil d'un deuxième œil, etc. Ça sera peut-être expliqué dans les prochains chapitres, et vous savez que je n'aime pas parler trop tôt et parler trop vite, parce que ça a pour résultat que l'on parle pour rien. Mais bon, je m'interroge, et le 76 n'a pas répondu à cette interrogation-là. Je pense clairement que cet effet de défaite de Vegeta dans le 75 n'était pas nécessaire. Il aurait pu avoir une et bonne défaite dans le 76, mais une défaite, comme on l'a vu, bien gérée par le 76, c'est-à-dire une défaite à demi-mot.
Oui, d'accord, Vegeta est inférieur à Granola, ça se voit. Vegeta va même l'avouer, il n'est pas encore prêt à bien maîtriser le Wagamama no Goku et compagnie, ce qui nous laisse comprendre que Vegeta va clairement évoluer dans la maîtrise de celui-ci. Je vous en parlais dans ma vidéo qui s'appelait Les faiblesses de Vegeta Ultra Ego, vidéo dans laquelle je vous disais que beaucoup de personnes s'étonnaient du fait que Goku Ultra Instinct est arrivé à ce niveau-là en des années, tandis que Vegeta Ultra Ego y arrive en 5 minutes, ou en tout cas en quelques chapitres, et moi je vous disais que non, Vegeta était encore très loin, surtout au niveau de sa maîtrise. Certes, il développait une puissance phénoménale, mais son niveau de maîtrise du Wagamama est proche du zéro. Vegeta va l'avouer dans le chapitre, et ce qui nous laisse de belles augures concernant les progressions de ce dernier, et concernant la qualité de l'écriture. Non, ce n'était pas trop précipité d'emmener le Wagamama comme ça. Un petit peu à l'instar de Granola qui ne se maîtrise pas avec des pouvoirs fraîchement acquis, c'est un petit peu la même chose pour Vegeta, sauf que Vegeta, pour protéger ses propres intérêts, était obligé d'en passer par là. Je pense que j'ai donné quelques indices qui vous laissent le comprendre. Pour Vegeta, j'ai beaucoup apprécié son état d'esprit. Au-delà de sa fierté, j'ai beaucoup apprécié son état d'esprit combatif, qui ne lâche rien, et même s'il est un Saiyan, on va dire qu'il agit en tant qu'homme avec un très grand H, et il s'en sort au final, même s'il était mort face à Granola, avec des honneurs, et on aurait été obligé alors de l'applaudir. C'est clairement ce que j'ai ressenti émotionnellement durant la lecture du chapitre. J'ai trouvé que ce chapitre 76 vient balayer totalement les craintes que l'on pouvait avoir par rapport à Vegeta, et que même dans son infériorité, il est loin d'avoir démérité. Et je trouve que ça, c'est une bonne tactique d'écriture, un bon angle qui a été adopté par Toriyama et Toyotarou. Ça permet de le mettre en valeur sans non plus lui faire des miracles, parce que logiquement et techniquement, il n'était pas en mesure d'en faire. Et ça a mené des scènes qui mériteraient clairement une belle adaptation animée. Lorsque Granola est en train de maximiser son attaque, qui me fait penser à celle de C13 dans le film Dragon Ball Z avec les nouveaux cyborgs et tout ça. Lorsque Vegeta est un petit peu en train d'accepter son sort, que Son Goku veut le sauver, avec Monaito qui se rapproche de là, j'ai vraiment senti une énormissime tension et c'était vraiment une lecture des plus agréables de cette deuxième moitié. Après, là où je vous parlais de coup de gueule, c'est parce que j'ai remarqué à la suite des retours de lecture de ce chapitre-là, et ça commence vraiment à me saouler de mois en mois, qu'il y a des personnes qui auraient plus leur place peut-être à être polémistes sur CNews ou BFM, vous voyez, plutôt qu'à être des analystes Dragon Ball. Je le pense sincèrement, parce que chaque mois c'est la même rengaine, c'est la même chose, on s'arrête sur des infimes détails qui ne servent à rien et on essaye d'en faire des faux problèmes, un peu comme les faux problèmes que l'on peut retrouver à CNews et à BFM, et comme ça des personnes qui crèvent de faim vont allumer la télé et vont se dire ah ben non, le problème c'est pas que je crève de faim, c'est qu'en France il y a trop de ci, il y a trop de ça, il y a pas assez de ci, il y a pas assez de ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose qui est en train de se produire avec Dragon Ball Super, il y a des polémiques de merde qui sont créées pour rien. Et le résultat en est, c'est que les choses appréciables de Dragon Ball Super, on a tendance à passer à côté. Et les choses qui sont mauvaises dans Dragon Ball Super, parce que oui, des choses mauvaises dans DBS, il y en a pas mal, eh bien on ne les voit plus passer. Les vraies douilles de Dragon Ball Super, on les oublie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et je me suis rendu compte moi-même par le biais de mes reviews, que chaque mois, je devais en arriver à expliquer des banalités. Et là, je pense qu'on en est arrivé au sommet. Quand je vois que des personnes le font avec le cœur, comme moi avec le cœur dans mes vidéos, j'ai essayé d'expliquer d'autres banalités les mois précédents. Je vais vous en citer un. Il y a par exemple le collègue Helios sur Twitter qui a fait une espèce de dossier à scroller sur Twitter où il dit « Je pense avoir compris où Toyotarou et Toriyama voulaient en venir avec cette histoire de Vegeta » qui refait un petit peu sa crise, vous savez, un petit peu à l'ancienne, quand Goku lui dit « Mais attends, tu agis comme avant, c'est pas le bon moment, on a un Vegeta qui veut mettre un coup de pied dans le flanc de Son Goku, qui va devenir un petit peu concon, etc. Et on va voir un Vegeta au combat, depuis qu'il a le Wagamama no Gokui, qui va commencer à oublier ses émotions, qui va n'en faire qu'à sa tête, parce que c'est bien là la définition en japonais du Wagamama. Et du coup, Helios nous dit c'est juste le travail psychologique à suivre pour atteindre l'ultra-ego maîtrisé, tout comme Goku devrait maîtriser ses émotions. Et il continue en lui disant pour maîtriser le pouvoir de la destruction, Vegeta doit complètement accepter de détruire et pouvoir faire du mal sans culpabiliser. Mais comme montré dans ce chapitre, il n'y arrive pas, c'est devenu trop profond pour lui. Je vous laisse aller sur sa page Twitter, @HeliosFR57 si vous voulez lire la suite, mais pour le bien de cette vidéo, cela me suffit. En fait, ce cher Helios, tout comme moi dans de nombreuses vidéos les mois précédentes, sont en train d'expliquer des banalités que à peu près tout à chacun devrait comprendre dès la première lecture. Sauf que comme je vous l'ai dit, sur les réseaux, on a envie de créer des polémiques de merde pour rien. C'est une évidence en fait que si Vegeta agit ainsi, c'est à cause et par l'ultra-ego et à cause des entraînements de Beerus. Le job d'un Akaishin, c'est quoi? Un Akaishin doit faire de bonnes destructions, doit détruire des univers. Et attention, ne prenez pas Beerus comme un exemple parfait du bon Akaishin. Je vous rappelle que si l'univers 7 était au tournoi du pouvoir et a dû y participer, c'est parce que le niveau de qualité des mortels était inférieur à ce qu'attendaient le Daishinkan et Zeno. Tous les univers dispensés au tournoi du pouvoir n'y ont pas participé pour la simple et bonne raison que à la fois les Kaioshin et les Akaishin font bien leur taf. Le taf des Kaioshin, c'est de bien faire les créations, le taf des Akaishin, c'est de bien faire les destructions,
Et dans les deux cas, surtout du côté du Hakaishin, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Il y a une tâche à réaliser, je fais alors ce que bon me semble pour réaliser cette tâche, indépendamment de ce que cela va induire. Et là où Beerus commence à faire des conneries, c'est quand il néglige son boulot, quand il dort trop, quand il va manger au lieu de faire son taf, quand il ne détruit pas des êtres qui sont en train de remettre en cause son univers. On pourrait se poser la question de Moro par exemple, était-il ou non en train de l'affecter en dévorant des galaxies? Donc lorsque Beerus agit mal, ou lorsque Beerus refuse d'agir, il travaille mal. Mais du coup, quand on fait bien son taf, c'est exactement ce que disait Beerus au début de l'entraînement de Vegeta. Arrête de ressasser ton passé, arrête de repenser à tes émotions, à ce genre de choses. Ce n'est pas ça le propos. Tu as un objectif, réalise-le avec les moyens qui te sont proposés. Et voici ce que sont les moyens des Hakaishin, à savoir l'énergie de la destruction. Avant la création vient la destruction. Voilà, on en revient, la boucle est bouclée. Mais en fait, ça, c'est une évidence que Dragon Ball Super, donc Toyotarou et Toriyama ne cessent de s'efforcer de mettre en avant, qui est des plus clairs. Et encore là, je vous ai pris un sujet un petit peu profond, avec une philosophie de Vegeta, des émotions. Mais comme c'était dit dans la VF de Dragon Ball Z, j'en vois des vertes et des pas mûres. Quand je vois qu'on s'attarde sur le fait que Vegeta a mis un coup de pied de 3/4 sur le côté dans le flanc de Son Goku qui rappelle celui que C18 lui avait mis en 1991, c'est bien beau de le souligner, c'est toujours insolite de le montrer en faisant un petit tweet, on peut s'en agacer et dire qu'on aurait aimé voir autre chose, il n'y a pas de souci. Mais là où ça m'énerve, c'est quand ça devient le sujet principal. Je me dis pourquoi? Il n'y a pas plus important que ça dans le chapitre. Une fois la lecture terminée, la seule chose qui en ressort, c'est que Vegeta a mis un coup de pied du même angle que ça a été fait déjà en 1991. Goku a un air de regard sur la case en bas à gauche qui ressemble à celle que Toriyama a pu faire en 93. Bref, je commence vraiment à être fatigué de ça parce que ça devient les sujets principaux chaque mois, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles Dragon Ball Super nous douille et dont on a tendance à parler de moins en moins. J'ai vu parler énormément de fois du fait que Vegeta est en train de mordre son adversaire et que soi-disant ça serait une technique propre à Son Goku. Alors moi-même j'ai parlé de cela avec un petit tweet humoristique, mais c'était vraiment sur le ton de l'humour et je ne comptais absolument pas en faire une affaire d'état quelconque, mais je vois que sur internet cela peut prendre des proportions absolument difformes. Le fait que Vegeta morde ou non, en quoi est-ce un problème ? Il a des dents, il peut mordre, on est bien d'accord. En quoi est-ce une technique de mordre? C'est pas une technique, c'est une méthode de défense et surtout, dans l'écriture de ce chapitre 76, c'est fait pour nous montrer que Vegeta est prêt à ne rien lâcher et que même si ses membres se font casser, ses jambes, tu peux lui couper le buste et lui laisser que la tête, il te mordra. C'est ça le message en fait, il te lâchera pas tant que toi-même tu ne seras pas en enfer ou que lui-même Vegeta n'y aura pas été envoyé. C'est ça le propos, il ne lâche pas le morceau et le morceau il l'attrape avec sa bouche. C'est juste ça et en fait c'est limpide. Et derrière, on se mange des plus gros problèmes et on n'en parle quasi pas. Le fait que Granola ait un power-up absolument énorme en fin du chapitre 75, alors que Torombo était censé lui avoir absolument tout déverrouillé, on en a très peu parlé. Le fait que les faiblesses de Granola soient une copie conforme d'absolument quasiment tous les méchants de Dragon Ball Super, de tous les opposants de Dragon Ball Super, on n'en parle pas. C'est quoi le problème de Granola? J'en parlais déjà le mois dernier. Granola est surpuissant, il dépasse absolument Goku et Vegeta, mais il n'a pas d'expérience, il manque de compréhension et de lecture du combat, il manque de maîtrise de ses pouvoirs et il finit par fatiguer. C'est le propos depuis 2015 avec Fukatsu no F et Freezer et le Golden, c'est exactement la même chose. Donc au final, un mec à la Freezer, à la selle ou à la boue, petit à petit au fil de l'arc, arrive au top de sa forme et au top de sa puissance et qui gère ses bails comme jamais et qui gère aussi bien avec autant d'expérience si ce n'est plus que les alliés de la Z-Team, pour le moment on n'en a pas. Et chaque ennemi de Dragon Ball Super est une répétition sur cet aspect-là par rapport au précédent. Mais bon, ça on préfère ne pas en parler, on préfère parler pendant 15 ans de Vegeta qui a mordu Son Goku en faisant des montages pour nous montrer que Goku a toujours mordu ses adversaires et que Vegeta est en train de lui voler sa technique. Ça fait qu'un chapitre que les haters ils sont en train de rechercher les Dragon Ball, il y en a que 2 et en plus ils ont un Dragon Radar, ils les ont toujours pas dans leurs mains. Mais par contre, on va s'attarder à parler du fait que Son Goku demande à Vegeta de travailler à deux à l'unisson face à Granola et que soi-disant ça ne représenterait pas Son Goku. Alors que c'est le pur fruit de l'évolution de Son Goku de vouloir travailler à deux face à un adversaire de ce type-là. On se rappellera de Goku qui n'arrêtait pas de demander à Vegeta de fusionner face à Boo. On se rappellera dans les tout débuts de Dragon Ball Z pour parler de l'anime, mais c'est pareil dans le manga, lorsque Goku est adulte, le combat face à Raditz, il y a bel et bien une union Piccolo-Goku. Lorsque Majin Vegeta se battait face à Goku, Goku voulait mettre un terme au combat pour que Vegeta et Goku s'unissent face à Majin Buu qui allait sortir de son cocon. C'était encore une initiative de Son Goku. Donc on s'attarde sur des débilités absolument profondes et les vrais problèmes
bon, bah c'est pas grave. On fait nos polémiques, Dragon Ball Super ça devient un petit peu CNews, et puis voilà, c'est bon. On passe au prochain, on attend le prochain, on bavera dessus dès qu'on aura le premier leak sans avoir à chercher à comprendre les tenants et aboutissants du chapitre complet, parce que ça paraît un petit peu plus vrai quand on n'a pas le contexte. Vous voyez, ça vraiment, ça commence à me saouler, et je voulais vous passer ce message ne vous concerne pas à vous directement, peut-être que certains d'entre vous le sont, parce que vous participez à ce genre d'agissement, ben n'hésitez pas à me répondre dans un commentaire. Je suis venu là pour en discuter et pas pour se taper dessus, mais vous aurez compris qu'il y a certaines tendances sur internet qui peuvent m'échauffer un petit peu par rapport à ça, et je pense sincèrement que après le point que j'ai fait dans ce chapitre aujourd'hui, eh bien ça va impacter mes reviews prochaines dans le sens où, oui, s'il y a certains sujets qui feront polémique ou qui génèrent des incompréhensions, je les traiterai dans mes vidéos, mais peut-être d'une manière différente ou en leur accordant moins de temps, parce que j'ai l'impression qu'en faisant ça, je joue le jeu en fait de la polémique et j'apporte du bois pour maintenir la braise. Et je trouve que ce n'est pas mon rôle. Donc ouais, s'il y a de la polémique, etc., j'en traiterai dans mes reviews parce que je sais que ça peut rendre service à des personnes qui suivent avec le cœur mes vidéos et je vous en remercie vraiment infiniment également avec le cœur. Il y a assez souvent des personnes qui me disent merci, tu m'as éclairé sur ces points et ces points-là. J'avais vu passer ça sur YouTube, sur Twitter, etc. et j'avais pas trop compris. Je commençais à avoir un avis, mais on m'a montré le contraire. Donc là, j'ai bien compris avec des propos concrets. Donc c'est pour ça que je vais continuer de le faire, mais si je décide de réduire la manœuvre, c'est parce que je n'ai plus envie d'alimenter cette démarche. Alors mes très chers devins, au-delà de ça, vous aurez compris que pour Vegeta, j'ai été séduit par certains aspects, moins par d'autres. J'ai eu un petit peu plus de mal à comprendre pourquoi Vegeta voudrait mourir ici, presque se laisser faire au final. Je n'ai pas bien saisi pourquoi Vegeta à la fin acceptait son destin en tant que Saiyan de mourir de la main de Granola. Est-ce que c'était un trouble psychologique et que le passé a ressurgi et qu'il avait besoin pour sa rédemption de mourir ici ? J'ai trouvé sa justification pas très concrète étant donné qu'il dit oui mais là c'est un combat où je n'ai rien à protéger donc je peux me laisser partir, c'est mieux que de m'associer avec toi Goku. Mais c'est assez présomptueux ça vis-à-vis de l'état de paix dans lequel l'univers va rester. Vegeta est bien placé pour savoir que dans l'univers il y a un nouveau méchant qui arrive tous les 3 mois. Donc mourir face à Granola ça veut dire ne pas pouvoir protéger sa famille et ses amis et son monde lorsque le prochain gros méchant va se manifester. Donc je pense vraiment que Vegeta aurait dû bénéficier d'un esprit combatif jusqu'au bout. Et je pense que Vegeta aurait dû, dans ce cas-là, même aussi accepter en fait de collaborer avec Son Goku. Et pourquoi pas, vous allez peut-être trouver que je pousse le bouchon un peu trop loin, mais je pense que la question de la fusion aurait dû être mise sur la table, quitte à ce qu'elle soit balayée par le scénario ensuite, un peu comme face Ishenron, parce qu'il n'avait pas le temps de faire la danse et que l'adversaire n'est pas con, il va pas les regarder en train de danser et devenir un être suprême. Mais je pense qu'elle aurait dû être discutée, je pense que ça aurait dû être apporté, et que Gogeta se légitimait clairement ici. Comme dans beaucoup d'autres arcs, je me demande aussi qu'en est-il de l'intervention Kaioshinesque. Alors certes, Shin reste dans son monde parce que s'il meurt, Beerus meurt. Bon, ça lui posait pas trop de problèmes à l'époque de Majin Buu, mais c'est pas grave. Mais Kibito est défusionné de Shin, il peut toujours venir amener des Potara. Je pense que si plus de minutie était apportée à la réflexion du scénario de cet arc, on aurait un arc qui se porterait mieux et un arc donc plus qualitatif. Pour conclure dans ma vidéo, parlons de Bardock. C'est une très belle carte qui a été jouée à la fin de ce chapitre-là, on se demandait si elle serait tôt ou tard, et fort heureusement ils l'ont fait, vu qu'on avait un Saiyan avec une cicatrice de Bardock sous forme Ozaru dans les premiers chapitres de l'arc. On avait peur que ça soit un Saiyan lambda qui sert à rien pour nous faire croire et au final il n'y avait rien derrière. Oui, c'était bel et bien Bardock. C'est lui qui a sauvé Monaito, Granola et sa bande et peut-être sa mère, allez savoir. On peut facilement imaginer une scène classique dans laquelle sa mère s'est sentie contrainte de rester pour que Monaito et Granola ne soient pas poursuivis. C'est-à-dire que Bardock l'aurait peut-être même tué volontairement parce que la mère de Granola l'aurait accepté pour montrer à ses copains Saiyans qu'il a tué la personne qui était dans l'église. Comme ça, il ne se pose pas de questions sur les fuyards Monaito et Granola. Mais du coup, ce retour, cet apport en fait de Bardock dans le scénario me plaît énormément. Je vous ai dit, j'ai la crainte pour le 77 que ça démarre avec le vœu des haters et qu'on oublie totalement ça pour y revenir plus tard. J'espère que le 77 sera dans la lignée du 76 pour développer ce que Monaito a à nous dire. Mais dans tous les cas, que la révélation arrive tôt ou tard, je trouve que c'est extrêmement bénéfique. J'ai vraiment l'impression que là, l'arc Granola fait ce qu'il doit faire. C'est-à-dire arrêter de faire du combat, de rajouter du combat par-dessus le combat. On a compris que c'était beau, c'était plutôt bien dessiné, les mises en scène, les chorégraphies de combat. Toyotaru gérait plutôt bien ces aspects-là, et de toute façon, ça, il nous l'avait prouvé dès l'arc Zamasu. Mais là, on a besoin de propos, on a besoin de fond, on a besoin de lore. Et quelque chose est en train de naître. Est-ce que ça va être bon ou pas? On ne peut pas le savoir. Est-ce que le personnage de Bardock va être ruiné et détruit? Peut-être. Est-ce qu'il va être sublimé? C'est aussi possible. Quelle histoire nous réserve-t-il par rapport à lui? Est-ce qu'ils veulent nous légitimer ce que dit Guinée dans le film Dragon Ball Super Broly lorsqu'elle dit à Bardock qu'elle a toujours trouvé qu'il est un Saiyan un petit peu atypique dans le sens où même s'il colonise et décime des peuples et se bat, elle a toujours ressenti une forme de pureté quelque part dans son cœur? Est-ce que c'est un propos pour nous dire qu'au final
le coup que s'est pris Son Goku sur la tête, il l'a rendu gentil, c'était pas si anodin que ça, dans le sens où ce coup aurait réveillé quelque chose en lui, mais ne l'aurait pas changé. Nous, on croit jusqu'à aujourd'hui que les Saiyans sont purement méchants. Bardock et Goku l'étaient aussi. Du coup, quand Goku s'est pris un coup sur la tête, ça l'a rendu gentil. Et du coup, ça a fait de lui un autre Goku. Mais est-ce qu'au final, ce n'était pas une part de gentillesse qui était déjà dans Bardock, qui lui a transmis génétiquement, qui était sûrement minoritaire dans son esprit, mais qui a pris la part belle, qui a pu se libérer lors du choc. C'est un propos qui peut plaire ou ne pas plaire, ça fait un petit peu comme la filiation Rikudo, réincarnation, vous savez, Rikudo, Naruto, etc. C'était des révélations dans Naruto Shippuden qui avaient plu et pas plu, c'était des choses qui avaient divisé, et ça pourrait diviser par rapport à Bardock, mais je pense que ça pourrait être un thème à aborder, et je pense que la gentillesse des Saiyans est un gros thème à aborder, parce que les Saiyans de l'univers 6 sont gentils, on sait que les Saiyans de l'univers 6 ont subi une mutation génétique, mais de quel ordre on ne le sait pas, ça m'a toujours beaucoup intrigué. Les Saiyans de l'univers 7 sont réputés méchants, mais originellement, il y avait des Saiyans au cœur pur, dont notamment Yamoshi, le Super Saiyan de la légende. Est-ce qu'on ne serait pas en train de nous dire que si Son Goku et Bardock avaient un petit peu de gentillesse en eux, ils pourraient avoir une filiation de très loin avec Yamoshi? Bon, moi je verrais plus Broly descendant de Yamoshi, mais pourquoi pas du côté de Bardock et de Goku, vu que Goku est le héros? Et pour nous dire que de base, originellement, le peuple Saiyan était composé à la fois de gentils et de méchants. Il y a eu cette fameuse guerre qui a opposé les deux camps. Le camp des gentils a perdu, et au fil du temps, on n'a eu que des Saiyans méchants. Mais que malgré tout, ça resterait gravé en eux, cette part de bonté, et que quelquefois, elle peut être un petit peu plus prépondérante chez certains d'entre eux, et donc se manifester. C'est pour ça qu'un Saiyan comme Bardock pourrait avoir des sentiments mitigés face à des situations complexes. En tout cas, je trouve que c'est un propos très approprié pour l'arc, et j'espère de tout cœur qu'on va également y mixer Freezer, avec Freezer du passé, Freezer du présent. Je pense que les deux ont leur place aussi dans l'arc, et j'espère qu'on le verra. Pourquoi pas avoir un petit peu plus d'informations par rapport à Guinée, on est toujours preneur. Quel est le lien entre la mère de Granola et Bardock? Est-ce que Bardock l'a simplement sauvé parce que ça lui rappelle le petit Raditz qu'il avait déjà à l'époque? Est-ce que Granola, comme je vous l'ai dit, pourrait être le fils de Bardock? Mais ça, c'est une théorie un petit peu plus tirée par les cheveux. Est-ce que Bardock s'est permis de sauver son fils Son Goku Kakaroto sur la planète Vegeta, car justement il commençait de plus en plus à avoir ses élans de sauvetage grâce à Granola, et donc il y aurait deux actes de bravoure et de bonté de Bardock qui seraient reliés entre eux, avec des symboliques très similaires entre Granola bébé sauvé et son propre fils sauvé, Son Goku. Je me demande également quel est le relationnel entre Monaito et Bardock. C'est forcément extrêmement intéressant. En plus de ça, on sait qu'il y a une vérité à nous expliquer sur les Namek. Toyotaru nous l'avait dit en interview, et Muri, le doyen des Namek actuels sur la planète Namek, en a parlé en disant que les Namek ne viennent pas de l'univers 7, mais ils viennent d'un autre monde / royaume en japonais. Je vous parlais de Yamoshi, mais on sait également que l'âme de Yamoshi après sa mort a erré pour devenir Super Saiyan God. On ne sait pas s'il y est parvenu ou pas, mais surtout, on sait que l'âme de Yamoshi a rencontré le doyen des Namek. Le doyen des Namek qu'il y avait durant l'arc Freezer, celui qui était plutôt volumineux, et que la légende de Yamoshi a été consignée dans le livre des légendes Namek. Est-ce que Monaito a une connaissance de ce livre-là? Est-ce que Monaito est la clé en fait pour faire le lien entre Bardock, Yamoshi, Son Goku, le Super Saiyan de la légende, les cellules S dont Toriyama nous parlait en interview, le côté gentil et méchant des Saiyans? Donc vraiment, je trouve qu'avec Bardock, on peut nous proposer une masterclass absolument monumentale, mais que Toriyama et Toyotaru ont entre les mains un élément risqué. Parce que Bardock, c'est une histoire qui à ce jour peut se suffire à elle-même, on n'en attend pas forcément plus, on en est friand parce qu'il est badass et c'est le père de Son Goku, mais en soi il n'y a pas de vide scénaristique en son sujet, et donc venir lui faire des apports toujours sur cet aspect scénaristique au personnage, c'est prendre le risque d'en faire plus, là où on n'en demandait pas forcément. Donc à ce stade, je ne demande qu'à voir, qu'à juger sur pièce, en espérant de tout cœur que les auteurs savent vers où ils mènent leur bateau actuellement. Mais très chers devins, nous en arrivons au terme de cette review, j'ai essayé de me restreindre au maximum possible sur l'aspect théorique, parce que je pense que ça mérite vraiment des vidéos dédiées pour pouvoir creuser les sujets, déjà que la vidéo de review d'aujourd'hui est assez longue, pour ne pas l'alourdir encore plus. En parlant de la longueur de cette vidéo, eh bien ça m'amène à vous parler du mot de passe. Pour ce mot de passe, il n'y aura pas de rime, mais on va mettre Bardock, c'est du granola. Je vous mets une petite image à l'écran qui vous tease ma vidéo de théorie sur le fait que Granola pourrait être le fils de Bardock. N'hésitez pas à faire pause sur l'image pour voir de quoi il en retourne, mais en tout cas, Bardock, c'est du granola, ou Bardock le granola, comme vous voulez. Merci vraiment de tout cœur de m'avoir écouté, de m'avoir suivi, que ce soit sur les précédentes vidéos, mais aussi sur celle-ci aujourd'hui. Merci à vous tous qui avez apprécié, ou pourquoi pas ne pas avoir apprécié la vidéo, mais en tout cas d'être resté jusqu'au bout pour vous faire un avis. Merci également à ceux qui viendront soutenir ma chaîne YouTube en mettant un maximum de pouces bleus, en vous abonnant et en activant la cloche des notifications.
Merci pour toute la force, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.